Le luxe fascine, le luxe irrite. Son concept évolue au gré des époques et désormais des générations cibles. Le luxe est devenu le moteur d'une industrie puissante. Ses méthodes, ses tendances, je les vis de l'intérieur, parce que c'est mon métier. Bienvenue sur le podcast L'Horloge à l'heure du luxe. Ce nouvel épisode débute avec un rien de perplexité. Je reçois voilà quelque temps un communiqué de presse à propos d'un objet luxueux non identifié, anonyme. Le texte d'accompagnement précise que l'on est ici dans le domaine de l'ultraluxe. Impatiente, je me jette littéralement sur les photos haute résolution. Et je découvre une série d'images d'interrupteurs. Oui, des interrupteurs, ces objets situés à portée de main à l'entrée d'une pièce. Ceux que l'on éteint diligemment en suivant la formule désormais consacrée. Ce n'est pas Versailles ici. Dans le dossier transmis, je lis ceci. C'est inédit dans le monde de l'ultraluxe, une idée nouvelle, à la fois si évidente, un objet que chacun d'entre nous, quel que soit notre pays et notre culture, utilise des dizaines de fois par jour. Ma foi, c'est bien vrai. Je poursuis. En première mondiale, une innovation exceptionnelle. Une collection de plaques d'interrupteurs électriques dessinées comme des œuvres d'art et serties de diamants et de pierres précieuses. Ces créations sont 100% suisses, de l'origine jusqu'à leur réalisation. Elles sont révolutionnaires, dixit le communiqué de presse. Elles redéfinissent l'élégance et le raffinement du quotidien intime. Last but not least, elles transforment des objets usuels et fonctionnels de tous les jours en véritables œuvres d'art destinées à sublimer les plus belles propriétés à travers le monde. Fin de citation. Je regarde les photos de plus près. J'observe une première plaque. Elle porte le nom évocateur de Paradise Temptation. Sur un fond noir, un serpent lové sur lui-même brille de 1007 tsavorites, ce qui fait un total de 30,6 carats pour la bête. Le grenat tsavorite a été découvert il n'y a pas si longtemps, en 1967 très précisément, par un gémologue kényan d'origine écossaise, Campbell R. Bridges. Bridges a été le premier à suivre un filon entre la Tanzanie et le Kenya, et sa découverte, à terme, elle lui coûtera la vie. Car le grenat tsavorite est une pierre précieuse rare, 4 fois plus rare que l'émeraude, mais moins chère, car moins connue. La couleur verte de la tsavorite n'a vraiment pas porté chance à Campbell Bridges. Il finira assassiné par une foule armée de gourdins et de lances rudimentaires sur sa propriété dans le parc national du Tsavo. Tsavo, c'est de là que le grenat tsavorite tire son nom. Je vous le décris. Sa couleur est d'un vert dense et saturé. La pierre présente un indice de réfraction et des niveaux de dispersion élevés. C'est un peu technique, dit comme ça, mais en fait, ça se manifeste par une brillance fascinante. Et c'est vrai, sur la plaque d'interrupteur, le corps du reptile vert est hypnotique. J'essaye de vous donner une idée. Imaginez Kaha, le serpent du livre de la jungle. Et confiance, mais en version Céline Dion à Las Vegas. Je passe au modèle suivant, Rainbow Fireworks, orné de 554 pierres précieuses. Des diamants, mais aussi des rubis, des saphirs roses, bleus, jaunes et oranges, des améthystes, des topazes, des tourmalines, des tsavorites encore, qui convergent vers l'épicentre de ce feu d'artifice coloré. Allez, je nous en fais un petit dernier. Il y a 7 modèles de plaques d'interrupteurs en tout. Et je nous choisis Light of the Sea. Il s'agit, selon le communiqué de presse, de reflets lunaires caressant des vagues nocturnes matérialisées par 1138 diamants. À l'évidence, c'est époustouflant. Mais je suis en manque d'informations. En manque cruel.
Rien n'est expliqué sur les techniques probablement exceptionnelles qui ont été employées pour la réalisation de ces plaques. Ont-elles été serties à la main? La main, l'outil des outils, comme l'a qualifié Aristote. Par ailleurs, quel est le ressenti au toucher? Ça, c'est la grande question qui m'obsède. Parce que l'interrupteur est un objet usuel, appelé à être en contact fréquent avec les doigts. Alors je conjecture, est-ce que c'est doux? Est-ce que le relief des gemmes est velouté? Est-ce que l'on sent la force vibratoire des pierres? Rien pour étancher ma soif d'information. Je prends les choses en main et je creuse pour en savoir plus sur cette maison S by Salanitro. Elle propose d'autres réalisations, parfois des pièces uniques, comme ce backgammon manufacturé dans un esprit haute couture. Je tombe aussi sur un miroir monumental, inspiré des têtes de mort mexicaines, celles que l'on appelle les calaveras. Elles représenteraient, dit-on, le bonheur de l'au-delà et la célébration de l'esprit des défunts. L'association du motif calaveras et du miroir, vu sa symbolique, c'est audacieux. C'est puissant. Et même pour certains dérangeant. Les psychés, c'est forcément sensible. Jean Cocteau disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. » Mais l'objet en question est grandiose. Enfin, moi, je le trouve complètement à mon goût et je l'embarque volontiers à la maison. Je vais vraiment de découverte en découverte avec cette entreprise. S by Salanitro, ce sont aussi des bijoux, des masques, des éventails en soie naturelle sertis à la main. Là, à cet instant, laissons-nous transporter par le poème Sur un éventail de Guy de Maupassant. Il est dédié à Madame la Comtesse Potocka. Vous voulez des vers? Eh bien non. Je n'écrirai sur cette chose qui fait du vent ni vers ni prose. Je n'écrirai rien que mon nom, pour qu'en vous éventant la face, votre œil le voie et qu'il vous fasse, sous le souffle frais et léger, penser à moi, sans y songer. Je souhaite me consacrer à la création d'objets uniques, insolites, inattendus, explique l'homme à l'origine du miroir, du backgammon, des éventails et des interrupteurs. Et soudain, je comprends. La filiation, certes lointaine, mais plausible, avec le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières commence en 1715 avec la mort de Louis XIV. On situe la fin de cette période en 1789 ou en 1815. Les avis sont tranchés. Sous Louis XIV, une véritable politique artistique est mise en place. Les beaux-arts comme les arts appliqués vont en bénéficier. Est-ce la naissance du luxe? Une chose est sûre. En France, les métiers très spécialisés sont régis par le système strict des corporations. Or, ce corporatisme va permettre de pousser chacun des savoir-faire à un degré de technicité comme on ne l'a jamais connu auparavant. Kelly Scott, historienne du rococo, parle de l'enchantement de la technologie et de la technologie de l'enchantement, et ce à propos d'un paravent. Je vous préviens, l'analyse est poussée. Le paravent en question est composé de 6 panneaux peints qui forment 12 tableaux. Grâce au savoir-faire mis en œuvre, le paravent déploie un artifice d'illusion qui capte l'attention de celui ou de celle qui le regarde. On appelle cela l'art du piège. Ainsi, grâce à l'habileté des artisans et des techniques utilisées, l'objet instaure une relation de surprise et d'attente. Cela ne vous rappelle pas l'intention d'un certain créateur contemporain cité en début d'épisode? Encore un mot sur le XVIIIe siècle. L'Europe a conquis une grande partie du monde. Et cela a fait naître le goût de ce qui vient d'ailleurs. Les porcelaines, les panneaux de laque rapportés d'Extrême-Orient suscitent un formidable engouement. Autre influence, les ébénistes ont de plus en plus de bois exotiques à leur disposition. L'art de la marqueterie va s'en trouver bouleversé. L'orfèvrerie, elle se saisit des nouveaux usages, comme le fait de boire du chocolat et du café.
C'est sûr qu'on ne va pas servir du Nesquik dans une chocolatière tripode en argent massif. J'ai lu au cours de mes pérégrinations que les créations de l'époque participent à une esthétique sensualiste qui exacerbe le rapport matériel aux objets. Les historiens parlent d'un material turn. Concrètement, si la tradition textuelle persiste, l'histoire s'écrit désormais aussi à partir des objets. Et ces objets commencent à circuler dans le monde entier. Je vais vous parler de l'un d'eux. Il a fait chavirer mon cœur. Il s'agit d'un pistolet à canon double à oiseau chanteur. C'est énigmatique, n'est-ce pas? Cet objet fait partie de la collection Maurice Sandoz, du nom de Maurice Yves Sandoz, écrivain, compositeur, fils du fondateur de l'empire pharmaceutique bien connu, et frère du peintre et sculpteur animalier Édouard Marcel Sandoz. Maurice, lui, était passionné de voyage, de minéraux et de mécanismes subtils, dont les fameux œufs de Fabergé. J'aurai sûrement l'occasion de vous parler des œufs de Fabergé. Ils sont si légendaires qu'ils font régulièrement des apparitions, fictives bien sûr, dans la culture populaire actuelle. C'est l'occasion de revoir Octopussy, le 13e James Bond, Ocean's 12, ou encore la série Peaky Blinders. Et non, je ne vous dirai pas le numéro de la saison. Là, tout de suite, je vais vous parler d'une incroyable arme de séduction. Elle est construite sur la base d'un pistolet de cavalerie. Lorsque l'on arme le chien pour la mise à feu, la gâchette sort. Puis, quand on tire, pas de balle mortelle, mais un minuscule colibri qui se dresse, pirouette sur lui-même, ouvre le bec, bat de la queue, tourne la tête et vocalise avant de disparaître comme il est arrivé. La crosse du pistolet abrite également une civette à parfum bordée de demi-perles, tandis que sous les deux canons, un crayon servait peut-être à noter les noms des femmes que l'on envisageait de subjuguer avec le plus sophistiqué des joujoux extra. Les mécanismes de l'engin portent le numéro FR320. Les experts en ont déduit que ce pistolet a été fabriqué aux alentours de 1815 par les frères Rochat, une famille d'horlogers mécaniciens. L'objet est somptueusement décoré. Il aurait d'abord appartenu à un sultan, puis son destin l'aurait conduit à la cour d'Espagne. Aujourd'hui, il est meurtri. Son habillage, un damasquinage d'or et des plages d'émail arrivant à fleur des motifs gravés, est en assez bon état. L'exécution est tellement magistrale qu'elle bouleverse ceux qui l'observent au plus près. Par contre, l'intégralité du mécanisme est à refaire, de même que l'oiseau qui bouge et qui chante. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, représentez-vous ne serait-ce que l'oiseau, pas l'ensemble de l'objet, juste l'oiseau au bout du canon du pistolet. Le colibri fait à peine plus de 2 cm. Et dans cet espace minuscule sont imbriqués 67 composants, dont des ressorts et des engrenages. Le tout est dans un triste état. Mécanisme, bec, plume. Il faut repartir de zéro. Ce n'est pas Notre-Dame, mais il y a du boulot. Surtout, il n'existe dans le monde qu'une poignée de maîtres artisans capables de restaurer un tel objet. J'ai tenté d'amadouer celui à qui la Fondation Sandoz en a confié la responsabilité, et je me suis pris un vent dont je me souviens encore. L'homme ne voulait pas parler, ni à moi, ni à quiconque du reste. Comme nombre de ces génies de la micromécanique qui préfèrent œuvrer en secret, c'est un taiseux. Et puis, à quoi bon expliquer ce que l'on fait quand cela touche au sublime? Alors, je lui écris. 1 mail, puis 2, puis 3. De guerre lasse, il accepte de me raconter l'année que son équipe et lui-même ont consacrée à la restauration du pistolet à oiseau chanteur. Je schématise. D'abord, on dépiote. Puis on passe au démontage complet des mécanismes. Au cours du temps, l'objet plus que délicat a subi des interventions à cœur ouvert et des modifications... Comment pourrais-je les décrire? Vu ce que l'artisan me raconte, je vais y aller franchement. Le pistolet et l'oiseau ont été charcutés sauvagement. Pas pour le plaisir, mais par manque de maîtrise et aussi d'éthique.
parce que ce qui a été fait ne correspond en rien à l'oiseau initialement conçu par les frères Rochat. Et ça, c'est grave. Que l'on comprenne bien. La restauration d'un objet, c'est avant toute chose le respect de la forme et de l'intention originelle de son ou de ses créateurs. Mais cette fois-ci, on est dans le respect de l'intégrité de l'objet. Le maître artisan et son équipe définissent une liste longue comme le bras des zones critiques sur lesquelles ils vont devoir intervenir, en progressant progressivement. À l'évidence, on ne peut pas résumer un an de travail en quelques phrases. Il a fallu, par exemple, relever la forme géométrique et les dimensions des composants endommagés. Ils ont été modélisés en 3D. On a pu alors les faire fonctionner et interagir entre eux par simulation intégrale. Les 100 vis minuscules sur l'objet ont été remplacées une à une, juste parce qu'elles n'étaient pas conformes aux vis de l'époque. Dans l'aventure de la restauration du pistolet, les soins apportés à l'oiseau, je crois que c'est ce qui m'a le plus touché. Le colibri, tel qu'il est découvert, il peine à se mettre en mouvement. Et quand il le fait, il consomme trop de force. De plus, l'encombrement dans le corps de l'oiseau n'est pas adéquat. Diagnostic et constat sans appel. Il faut pouvoir accéder au mécanisme. Et pour cela, on doit ôter chaque plume fixée sur la carapace. Un vrai jeu de massacre. Dans son atelier, le restaurateur conserve des stocks de plumes d'époque provenant d'animaux empaillés ou encore de chapeaux de femmes chinés aux puces. Ils seront précieux pour refaire intégralement le plumage du colibri. L'homme possède des connaissances inouïes. Il a aussi ses secrets. Lui seul sait que la peau de l'agneau mort-né dans le ventre de sa mère a toutes les qualités pour constituer le soufflet de production d'air. Doublée avec du boyau, cette peau est à la fois étanche et souple. Mais surtout, elle possède l'épaisseur idéale qui permettra à cet oiseau de réaliser des trilles plus vraies que nature. Le maître artisan chargé de la restauration du pistolet a de l'expérience à revendre. Mais il faut aussi évoquer son intuition. Cette intuition qui guide le geste sûr, qui le conduit à prendre la décision qui ne serait pas fatale, comme une dernière trahison faite à cet objet extraordinaire. Au terme de 12 mois d'un travail épique, le maître artisan et son équipe ont réussi. Le pistolet à canon double et oiseau chanteur a repris vie et voix. J'ai assisté à une démonstration de l'objet ressuscité. En extase, les personnes présentes piaillaient autant que l'oiseau chantait, une vraie volière. Mais ce fut un moment de grâce, en dépit de l'agitation. Il y a tant à dire sur les objets merveilleux. Je vous propose de me retrouver pour la suite de cet épisode. Il sera question de la rockstar des automatiers, de l'atome et d'un lapon engagé pour la préservation de machines énormes et moches, capables de créer des décors enchanteurs. Vous venez d'écouter un épisode de l'horloge à l'heure du luxe. On se retrouve très vite pour la prochaine thématique qui donne le ton du moment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler et à le noter sur Spotify et Apple Podcast. Un 5 étoiles, oui, pour être à l'heure du luxe. Donnez-moi de vos nouvelles sur le compte Instagram, l'horloge podcast. À bientôt!